Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire Future of Sales dédié à l'excellence commerciale. Vous êtes plus d'une centaine à nous regarder aujourd'hui, merci beaucoup. Nous allons vous parler aujourd'hui de la méthode de la négociation émotionnelle et du point de contact qui va pouvoir aider les commerciaux à être plus performants au rendez-vous. Donc notre grand invité du jour, Frédéric Bonneton. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Donc, tu es consultant, conférencier et auteur, diplômé de l'LSK, une école de commerce à Paris. Ouais. Tu es à l'origine de la création de différentes méthodes de vente que tu déploies auprès d'entreprises françaises et internationales à travers ta société MCR Group, que tu as cofondée avec Thierry Magin. Donc, en deux mots, c'est un cabinet de conseil sur l'excellence commerciale et la motivation des équipes. Tu es également membre du conseil d'orientation du think tank Entreprise et Progrès. Tu es chargé d'enseignement en Master 2 à la Sorbonne et advisor de la société Touch & Sell. Et bien évidemment, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tu es l'auteur du livre La négociation émotionnelle, que je vous invite tous à acheter et à lire, qui est très intéressant et que j'ai lu. Bienvenue, Frédéric. Merci Grégoire pour cette présentation. Donc sans plus tarder, on va commencer. J'aimerais que tu puisses nous dire en quelques mots ton parcours, les raisons qui t'ont mené à développer une méthode de vente, tes constats. Voilà, raconte-nous ton histoire. Alors, je vais essayer de la faire courte quand même parce qu'elle commence à s'allonger cette histoire. En fait, je suis tombé dans la vente quand j'étais à la sortie de l'école. Pas tout à fait, parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire, donc il va revenir à l'activité. Il y a des chances en tout cas. Et j'avais répondu à une annonce à l'époque, dans une petite annonce, il y avait marqué recrute auditeur financier pour l'audit entreprise et finances, filiale du groupe Worms. Et donc je me suis dit, tiens, l'audit financier, ça va être intéressant. Et en fait, je suis tombé dans une boîte qui ne faisait pas du tout d'audit financier. En fait, ils recrutaient des commerciaux qui mettaient en travailleurs non salariés pour aller démarcher les entreprises en porte-à-porte et leur vendre des produits, oui, financiers, mais qui étaient des produits d'assurance, de type article 83, etc. D'accord. Et donc, les gars étaient bons, franchement, les gars étaient bons, parce que tu rentrais pour un truc et tu arrivais à faire autre chose. Et je me suis retrouvé dans ma chambre de bonne à l'époque, j'avais pas de table, donc je sortais la table à repasser. J'avais des pages jaunes à l'époque, ça s'appelait pas Soloca, ça s'appelait encore PND. Et je faisais les appels dans le dur, j'avais le ventre noué, je t'assure, tous les deux appels, j'allais aux toilettes pour me vider, enfin c'était horrible. Et j'ai mis 4 mois avant de faire ma première vente. Donc, autant dire que quand on dit la vente, c'est naturel. J'ai appris. Pas facile. Non, j'ai appris. J'ai fait ça quand même pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, on a créé MCR. Donc, j'ai appris plein de choses. Et ce que ça m'a appris surtout, quand on vend ces produits financiers, c'est tous ces écrans de fumée, tu sais, que le prospect met devant toi en disant oui, c'est pas le moment, je n'ai pas l'argent, je vais en parler à mon cheval, je vais en parler à ma femme, etc. Toutes les objections. Ouais, ou le DRH, le truc, j'ai déjà un produit. On se rend compte que finalement, toutes ces objections, elles reviennent à une seule objection. C'est j'ai pas encore assez confiance en toi pour signer avec toi. Et c'est vraiment ce sujet de la confiance. Et après, je passais de la vente de produits à la vente de conseils, ce qui était plus facile pour moi en réalité. Mais on vendait quelque chose que les autres donnaient. Et donc là, j'ai appris ce que c'est que vendre la valeur et pas le prix, tu vois, parce que sinon, tu as sûr. Donc voilà, en cours, mon histoire. Et bon, voilà, j'ai continué. Ensuite, j'ai formalisé, j'ai théorisé. Je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre sur la vente. J'avais une encyclopédie. Puis un jour, chez la FNAC, j'ai vu que tout était déjà écrit. Donc, j'ai laissé tomber l'idée jusqu'à ce que j'arrive sur ce thème de la négociation émotionnelle. La négociation émotionnelle. Alors justement, tu me parles de vente, tu me parles un peu de négociation. Ça m'intéresserait qu'on puisse commencer par ce que tu puisses nous dire quelle est un peu la différence entre la vente et la négociation. À quel moment est-ce qu'on est dans la vente, à quel moment dans la négociation? C'est une question, c'est vrai, c'est une question intéressante. La négociation, en réalité, on a tendance à dire qu'elle arrive quand on est d'accord sur tout. Je suis d'accord pour travailler avec toi, Grégoire, tu es d'accord pour m'acheter mon produit. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur les quantités, le délai, le prix, etc. Donc, on est déjà d'accord. La vente, c'est un peu plus large. C'est-à-dire, je vais essayer de comprendre ton besoin, voire de le créer, de t'amener à avoir envie de travailler avec moi. Et puis ensuite, voilà, quand tout ça sera fait, on passera en négociation. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que si ta vente est parfaite, donc la valeur a été perçue, la personne a confiance, elle a envie, c'est le moment, etc. Mais il n'y a pas de négociation. D'accord ? La négociation, c'est pour rapprocher quand il y a un peu de friction, quoi. Il n'y a pas de friction. Voilà.
Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que dans un métier où tout le sales enablement va être pris en charge par le marketing et tout ce qui est inbound, etc., est-ce que le métier de commercial ne va pas se résumer finalement à être un bon négociateur? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Le vrai négociateur, et pour être percutant au bon moment, au point de contact. Donc justement, fin 2016, tu prenais la parole devant les dirigeants commerciaux de France pour leur parler de ta théorie du point de contact. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est ce qui est à l'origine d'ailleurs du livre. En fait, quand tu regardes les méthodes de vente dans l'histoire de la vente, c'est toujours le même sujet. C'est une histoire de prix et de valeur. D'accord ? Quand ton produit a une valeur de manière naturellement perçue, tu ne discutes pas le prix. Mais dès que ton produit est concurrentiellement à la même valeur que le produit de ton compétiteur, à ce moment-là, tu commences à discuter sur le prix. Et les méthodes de vente sont toujours là pour travailler sur la notion de valeur et faire oublier le prix. Donc on est comme ça, on est passé, j'allais dire, de la vente produit, caractéristiques produits à la vente en bénéfice client, on est passé de la vente produit à la vente en solution, etc. Et dans cette histoire de la vente, il y a une année qui est importante, c'est 1978, avec le développement du strategic selling qui a été développé par Miller Heiman, où en fait on a expliqué aux commerciaux que la vente, c'était un processus. 1, 2, 3, 4, 5, des étapes, c'est un métier. Et puis d'ailleurs, comme c'est un processus, vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des ingénieurs commerciaux pour suivre le processus. Et en fait, ça a vachement bien marché, puis ça a donné lieu à tout ce qui a eu lieu, les CRM, la mise en place d'outils, le SRM. Et ils ont réussi à imposer cette croyance. La vente est un processus, en tuant la croyance d'avant 78, qui était la vente, c'est un art, un savoir-faire. Mais non, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des ingénieurs. Et ça a extrêmement bien marché jusqu'en 2010, où tout ce processus de création de la valeur de vente stratégique est fait maintenant la plupart du temps par le client tout seul. Et comme le client en amont. En amont. Voilà. Okay. C'est les stats qu'on donne aujourd'hui. C'est l'étude du CEB où on dit 60 à 70% du processus de vente dans la plupart des ventes complexes est fait tout seul par le client ou avec des consultants, ou peu importe. Ce qui fait qu'en réalité, le client définit son besoin lui-même, il fait son cahier des charges, il va identifier 2-3 boîtes qui pourraient répondre à son besoin, d'où l'importance de l'inbound marketing, etc. Il va appeler le commercial, il va lui dire voilà mon besoin, est-ce que tu es capable de répondre? Tu as une demi-heure, si tu as des questions, et la prochaine fois que je te vois, c'est à l'oral de l'appel d'offres. Et donc finalement, le commercial se retrouve un peu comme, c'est les JO en ce moment, voilà. La descente de boss, c'est 40 secondes, sauf que j'ai bossé pendant 4 ans. J'ai bossé 8 heures par jour pendant 4 ans. Je suis en haut de la piste et j'ai 40 secondes pour être champion olympique. Et éventuellement, je peux être 2e ou 3e, j'ai quand même une médaille. Le commercial, il est premier ou il n'a rien. Et il a une demi-heure pour convaincre. Et ce point de contact, c'est essentiel de ne pas le louper. Et donc, je pense que la vente redevient un art, en réalité, parce qu'il faut être bon à ce moment-là. D'accord. Alors justement, ce point de contact, tu l'as dit, il est vraiment primordial. On a 40 secondes pour le... Un peu plus, une demi-heure. Voilà, une demi-heure pour le commercial. Et donc, tu as développé une méthode qui est la négociation émotionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, je te remercie. Ça me fait plaisir. Et ce que vous trouvez dans ce livre aujourd'hui, je pense qu'on ne le trouve pas ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher ce qu'on sait en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau et voir comment on pouvait l'appliquer à la vente, sachant que c'est appliqué dans d'autres domaines. On sait aujourd'hui, je pense qu'on sait que la vente n'est pas un acte rationnel. Rationnellement, on peut dire non à quelque chose. Voilà, ce que tu me dis, ça ne colle pas, il y a de l'incohérence, donc je ne vais pas acheter ton produit. Ça, on sait que ça fonctionne. Par contre, le oui, il n'est jamais rationnel. Il est toujours émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on post-rationalise une fois qu'on a décidé. Ben oui, j'ai décidé de bosser avec vous parce que, et puis j'ai donné des arguments rationnels. Mais l'achat n'est pas rationnel. Et d'ailleurs, si l'achat était rationnel, je pense qu'il y a tout un tas de métiers qui n'existeraient pas. Les parfums, ça ne vaudrait pas ce prix-là. LVMH n'existerait pas. Apple ne serait pas sous cette forme-là. Il n'y aurait pas de Ferrari. Évidemment, on n'a pas besoin d'une Ferrari, on n'a pas besoin de... D'accord ? Donc, on est purement dans l'émotionnel. J'ai un ami, Francis, je ne sais pas s'il nous regarde, qui me dit, mais moi, je suis un acheteur rationnel. Et il me démontre que lui, c'est très rationnel. Et à la fin de notre discussion, je lui dis, mais finalement, tu achètes quoi? Il me dit, ben, en fait, j'achète rien. Voilà. Donc, un acheteur qui est purement rationnel n'achète rien. C'est clair. Et quand il achète quelque chose, forcément, c'est parce qu'il va avoir... émotionnel. Ben, évidemment. Bien sûr.
D'où la nécessité d'avoir une négociation basée sur l'émotionnel. Et alors, justement, tu nous parlais à l'instant de la partie de nos cerveaux. Dans ton bouquin, je disais que tu mettais en exergue trois parties du cerveau: le cerveau limbique, le cerveau cortical et le cerveau reptilien, qui est plus instinctif. Peux-tu dire, dans le cadre d'une négociation émotionnelle, sur lequel faut-il le plus agir, lequel réagit, sur lequel il faut agir, quoi. Alors, l'image que je prends dans le livre sur les 3 cerveaux, c'est une image qui est assez connue. Après, on peut discuter du fonctionnement exact de ces 3 niveaux de cerveau. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau s'est développé par céphalisation successive, et qu'on a des bouts de cerveau qui datent d'il y a 400 millions d'années, quand on était des reptiles. Après, il y a tout ce qui est émotionnel, le cerveau limbique, et puis le cortical, la parole, etc. Et quand on prend le cerveau si on imagine que l'histoire du cerveau, c'est une histoire sur 24 heures, la partie corticale a une demi-heure. D'accord. Donc, tout ce qui fait de nous des hommes, la parole, le raisonnement, la projection, ça a peu de temps. Et le processus de décision, le oui, aujourd'hui, on sait que ce qui s'allume dans le cerveau quand quelqu'un va dire oui, c'est au niveau du cerveau reptilien. Donc, ce qu'il y a de plus ancestral. C'est la survie, quoi. C'est la survie. C'est-à-dire, je n'y vais que si vraiment je suis sûr qu'il n'y a pas de risque et que c'est nécessaire et c'est bon pour la survie. Et ça ne communique quasiment qu'avec le cerveau limbique, c'est-à-dire qu'avec les émotions. Donc, si je touche le centre de décision, il faut que je parle à l'émotion. Et on constate que 90% du discours d'un commercial s'adresse à partir du cerveau qui décide de rien, en fait. Bien sûr. Enfin, qui peut décider non, mais qui ne décidera pas oui. Il faut parler aux émotions du limbique, c'est le reptilien qui prendra la décision. Exactement, c'est ça le principe. Ok. Alors, je vais reprendre un passage de ton livre. Si je te dis, je sais que tu es au régime, donc ne mange pas le Nutella qui est dans ce frigo. D'accord. Peux-tu me dire comment ton cerveau réagit à ce type de phrase et quelle sera ta réaction? Alors, je tiens à dire que j'ai écrit le livre avant les émeutes qui ont lieu là, il n'y a pas longtemps sur le Nutella. La promotion sur le Nutella. Ceci dit, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien à quel point ces émeutes sur le Nutella prouvent qu'on est dans l'émotionnel pur. Bien sûr. C'est-à-dire personne n'a besoin de Nutella pour survivre. Il n'y a aucune raison que les gens, parce qu'il y a une promo sur le Nutella, se précipitent, s'arrachent, marchent dessus. C'est clair. Aucune raison. C'est que de l'émotionnel, quoi. Et c'est basé sur plusieurs trucs. C'est que, émotionnellement, finalement, j'en ai envie puisqu'il y a une promotion. J'ai l'envie peut-être que l'autre ne prenne pas ma place et qu'il n'en profite pas. J'ai envie pour, j'en sais rien, plein de raisons. Mais c'est purement émotionnel. Et l'idée de dire, tu es au régime, faut que tu fasses ne mange pas de Nutella, évidemment, je crée chez toi une émotion forte qui va lutter contre ta raison. Ta raison dit, il ne faut pas que j'y aille, et puis tu dis, il ne faut pas que j'y aille, sachant que le cerveau ne procède pas vraiment à la négation. Donc, il n'entend pas la négation. Non, il l'entend, mais si je te dis, n'imagine pas un pianiste en smoking rose derrière un piano blanc, pour ne pas l'imaginer, tu es d'abord obligé de l'imaginer. D'accord. Et à partir du moment où tu dis, c'est comme en golf, si tu dis, il ne faut pas que j'aille dans le bunker, tu finis par aller dans le bunker. Toujours pas. En moto, c'est pareil, il ne faut pas que j'aille à bord. Donc le cerveau a du mal à procéder à la négation, même s'il l'a compris. Bien sûr. Et tu vas finir par aller chercher le Nutella parce que l'émotion gagne toujours sur la raison. Et ça, c'est toujours la même chose. Donc l'émotion est plus forte que la raison. On peut trouver ça dans tous les sens. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de créer une émotion positive qui va contrer ton scénario d'émotion. C'est-à-dire que la première émotion, c'est Nutella, ça va être bon. Et tu ne peux contrer ça, non pas en disant il faut que je fasse le régime, mais en disant je serai content et j'aurai une émotion positive d'avoir su résister. D'accord. Tu crées une autre émotion par-dessus la première. C'est le seul moyen de gagner, sinon tu vas finir dans le frigo. Je comprends bien. Quand je lisais ton bouquin, ça me faisait penser à un autre bouquin que j'avais lu, qui parlait, ton livre, pardon, qui parlait de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est souvent évoquée dans les négociations, dans l'émotion, pour convaincre. Peux-tu nous en parler? Est-ce que c'est complémentaire avec ta méthode? Est-ce que ça s'imbrique dedans? Comment ça... Alors, moi j'aime beaucoup la programmation neurolinguistique. Dans le livre, je suis reparti comme eux de leur source, en fait. Bandler et Grindler, qui ont créé la programmation neurolinguistique, avaient observé pendant des années un garçon qui s'appelait Milton Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne, et qui est à l'origine finalement de la PNL. Et le principe, c'est comment je m'adresse à ton inconscient sans que ton conscient s'en rende compte. C'est le principe de l'hypnose, finalement. Le conscient, on va dire, c'est l'esprit critique, j'analyse ce que tu me dis, et éventuellement, je fais passer la commande à mon inconscient. L'hypnose, c'est j'endors ton esprit critique de différentes manières pour envoyer des ordres directement, ce qu'on appelle des commandes, à ton inconscient.
Et la PNL, il y a un peu de ça, si tu veux. Hein. On travaille sur les mots, on travaille sur l'inconscient, on travaille sur... Il y a des choses qui sont très intéressantes, hein, comme la visualisation en PNL. Hein. Par exemple, et ça, on peut l'utiliser aussi en hypnose, et on l'utilise en négociation. C'est que si je te fais visualiser en train d'utiliser mon produit, la visualisation va générer au niveau de ton cerveau la même chose que si tu le vivais vraiment. D'accord ? Et donc, voilà, ce qu'on appelle de future pacing, c'est-à-dire je te fais imaginer en train d'utiliser mon produit demain. Donc, je crée une image. On le met en condition. Plus que ça, je crée une sorte de faux souvenir. C'est-à-dire que tu vois, et donc je crée une familiarité, etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais voilà, donc la PNL, ce que je trouve difficile, c'est que pour un commercial, c'est quasiment inapplicable en réel. C'est trop technique. D'accord ? Donc, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller chercher des trucs plus simples pour être plus efficace en vente. Et donc, je suis remonté d'un cran par rapport à la PNL, mais qui est un produit intéressant. Hein. Il y a un lien, mais ok, très bien, c'est clair. Il y a une étude américaine du CBE, le Corporate Executive Board, qui a été menée sur plus de 6000 commerciaux. Ils ont identifié, suite à cette étude, 5 profils de commerciaux. On a le profil challenger, on a le profil le solitaire, le relationnel, celui qui va créer une relation avec le client, le solutionneur qui résout les problèmes du client, et le travailleur. Est-ce que tu es d'accord avec ces profils-là? Et ensuite, selon toi, quel est le meilleur profil? Et est-ce qu'il faut mieux construire une relation avec le client, en relation un peu copain, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux challenger son client et le faire sortir de ses sentiers battus? Alors, je la connais bien, cette étude, elle est intéressante. Elle est assez orientée newbies, chasse. Hein. Je pense que quand on fait de l'élevage, je ne suis pas certain que la conclusion de l'étude soit la même. Et en réalité, quand je discute avec beaucoup de mes clients, on se rend compte qu'en chasse, 10 à 15% des commerciaux sur la vente complexe fait 80% du newbies. Okay. Et donc, ça tend à conforter cette étude. Et l'étude démontre que les challengers sont effectivement une population qui fait partie de ces 10% de très très bons commerciaux, avec les loups solitaires. Et on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont challenger le client dans ses croyances. C'est un truc important, c'est-à-dire qu'ils se mettent à niveau et ils vont essayer de lui apprendre quelque chose sur son propre business. Et là où c'est intéressant, c'est que, et c'est ce que je reprends moi en fait dans le livre, c'est qu'en neurosciences, on sait aujourd'hui que la prise de décision se fait quand il y a un mélange de 2 neurotransmetteurs dans le cerveau, qui sont la dopamine, donc les neurotransmetteurs qui préparent au plaisir, et la neuropinéphrine, qui est plutôt qui prépare au stress et à la mise en tension. Et s'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de prise de décision, je ne bouge pas. Et le premier ennemi du commercial aujourd'hui, ce n'est pas le concurrent, c'est le statu quo. D'accord ? Et donc, on sait aujourd'hui que finalement, le challenger, il fait bouger les clients parce qu'il va créer... Il va le doper. Il faut doper nos clients. En quelque sorte. En tout cas, il va créer ce mélange, cette mixture de neurotransmetteurs qui fait que le client va prendre une décision. Bien sûr. Et donc l'étude est aujourd'hui, c'est une étude statistique qui est aujourd'hui backée par des réponses en matière de neurosciences. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour lutter contre le syndrome du nice guy, et donc on parle de celui qui est dans la relation, qui est tout le temps sympa. Et ça, c'est vraiment un truc important. Il ne veut pas trahir son client. Ouais, et puis on apprend quelque chose de fondamental. Hein. C'est que l'être humain, son besoin primordial, c'est d'être aimé, c'est d'être accepté. Quand on prend la pyramide de Maslow, il y a besoin d'être accepté par sa tribu. Hein. On sait bien que si vous parlez à un chasseur de mammouth de la vallée du Tsungir il y a 30 000 ans, s'il était banni du clan, ça revenait à la peine de mort. Hein. Donc il faut être accepté par le groupe. Quand nous, on fait des formations, on prend la pyramide de Maslow, on dit un nourrisson vient de naître. Il vient de naître. C'est quoi son besoin? Là où il met toute son énergie pour satisfaire son besoin, qu'est-ce que c'est? On a tendance à dire, il met toute son énergie pour se nourrir, besoin de base. Non, il ne peut pas tout seul se nourrir. Il a besoin des autres pour se nourrir. Donc toute son énergie, il la met pour être accepté par sa mère, par son père, par le groupe, pour être nourri par le groupe. Donc c'est un truc qui est fondamental. Et donc dans toutes les formations de vente, on dit, il faut que tu aimes ton client, il faut qu'il se sente aimé, etc. Et on oublie que le commercial, c'est un être humain lui aussi, et qu'il a besoin d'être aimé. Et comme il a besoin d'être aimé, très vite, il se met en position de soumission sociale parce qu'il y a un autre problème en France, c'est qu'on confond confrontation et conflit. On a l'impression que si on confronte notre client, on va passer en conflit, donc il ne va pas nous aimer. Le challenger, il ne fait pas ça. Il comprend que la confrontation n'est pas le conflit et que le sujet, ce n'est pas d'être aimé, c'est d'être reconnu. C'est d'agrandir le client et d'apporter de la valeur. Exactement. Et c'est cette différence qui est essentielle.
Ok. Soumission sociale égale baisse de marge à l'arrivée, puisque finalement, je finis toujours par dire oui à mon client. Ouais, pour ne pas trahir la relation qui a été mise en place. Dans mon esprit, en tout cas. Oui, dans l'esprit, exactement. Donc, tu nous parles d'influence avec les émotions. En introduction dans ton livre, tu parles de la question de l'éthique au tout début. Ouais. Alors, c'est un sujet qui peut être délicat. Est-ce que c'est pas immoral d'influencer ses interlocuteurs? Comment est-ce qu'on peut calculer un risque qu'un client se rende compte après coup, entre guillemets, d'avoir été manipulé? Alors, c'est vrai que quand on travaille sur quelques techniques, il y a toujours une peur de dire, mais il va s'en rendre compte, etc. C'est pour ça que j'ai commencé le livre sur un chapitre pour poser les choses, en fait. Le sujet, c'est la différence entre manipulation et influence. Je pense que le manipulateur, il arrive masqué. D'accord ? Il ne dit pas pourquoi il vient. D'ailleurs, il y a un livre excellent qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'attention des honnêtes gens, hein, je crois que c'est Jules et Beauvoir, enfin peu importe, qui explique des techniques de manipulation. Et toutes sont basées sur je commence par faire quelque chose, mais je ne t'explique pas pourquoi je le fais, et parce que j'ai un agenda caché, j'ai une intention qui fait que plus tard, tu vois, je t'aurai manipulé et tu vas faire ce que je te demande. Et donc, ils ont démontré ça, hein, c'est assez intéressant. Par exemple, dans les banlieues pavillonnaires, où on propose à des gens de mettre un grand panneau 4x3 dans leur jardin en disant roulez doucement, il y a 15% des gens qui acceptent. En utilisant des techniques de manipulation, il y a 75% des gens qui acceptent. Donc, ils acceptent quelque chose qu'ils auraient refusé au départ. Ça, c'est de la manipulation. Moi, je pense que le commercial, il arrive en disant, quand toi, tu es chez Incentive, tu arrives, je viens vous vendre la solution Incentive. Moi, j'arrive pour vous vendre MCR. C'est clair. Je viens pour ça. Et après, je suis dans l'influence. Eh ben oui, je suis dans l'influence. Il n'y a pas de manipulation. Et il y a 30 ans, on disait, le commercial de voiture qui disait, bon, alors vous la voulez bleue ou rouge? Sous-entendu, si tu choisis la couleur, ça sous-entend que tu as accepté l'achat. Donc, je t'ai manipulé. Non, mais le vendeur de voiture, je sais qu'il est là pour vendre une voiture. Aujourd'hui, dans toutes les méthodes de vente de base, on vous explique presque on ne l'explique plus tellement c'est devenu classique. Je pense que les méthodes du livre ici, elles sont un peu, c'est pour ça que je commence par ça, elles sont peut-être un peu dérangeantes au départ parce qu'elles impactent fort, mais dans 15 ans, elles feront partie, j'allais dire, du basique des formations de tous les commerciaux. Oui, bien sûr, je comprends. Il y a un point qui m'a beaucoup marqué dans ton livre également, c'est l'importance du storytelling dans la négociation. C'est pour ça qu'au début, je t'ai demandé que tu nous racontes ton histoire. Je te rejoins là-dessus, hein, tout le monde aime les histoires, on aime bien les écouter. Pourquoi est-ce que c'est si important de raconter une histoire pour convaincre un interlocuteur? Et quelle histoire faut-il raconter? Oui, il y a un psychologue qui s'appelle Brunner qui dit qu'on a donc ce mode logique et ce mode émotionnel. Il dit mode émotionnel, mode paradigmatique, peu importe. Et il explique que le cerveau ne peut pas fonctionner sur les deux modes en même temps. Donc si je suis en mode rationnel, je bloque mes émotions, et je suis en mode émotionnel, je rationalise pas. Dans une négociation, quand on a un interlocuteur qui essaye de nous piéger, entre guillemets, dans une logique rationnelle, ce qui est le job des acheteurs, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, la méthode d'acheteur consiste à essayer d'éliminer le facteur émotionnel le plus possible. Le seul moyen, finalement, de sortir de cette rationalité imposée, c'est d'amener son interlocuteur dans un mode émotionnel. Et le mode narratif est un mode émotionnel et entraîne le mode émotionnel. Donc, c'est une manière de sortir assez élégamment, j'allais dire, de ce piège de rationalité. Ensuite, il y a un deuxième avantage, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'attention des gens est fragmentée aujourd'hui. On est toujours en train de regarder sa montre, son iPhone. Moi, je vois les réunions aujourd'hui chez mes clients où les gars sont avec leur PC, avec leur téléphone. Vous mettez quelqu'un devant un film pendant 1h30. Et là, ça s'arrête. Ils sont focus. Il est focus. C'est clair. C'est le pouvoir de l'histoire, ça. Enfin, de la bonne histoire. Oui, de la bonne histoire. Il y a des films où on s'en fait. Mais la bonne histoire, bien racontée. C'est ça. Et c'est ça un peu, je pense que le sens des entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir un marketing qui va construire la bonne histoire pour le client et d'avoir un commercial qui va savoir la raconter. Et on revient au point de contact. Bien sûr. Voilà. Et après, il n'y a rien de plus émotionnel qu'une histoire. Qu'est-ce qui vous raconte une histoire quand vous étiez petit? C'est votre mère, votre grand-mère. Enfin, c'est des gens qui vous aiment. Donc, vous racontez des histoires parce que vous faites attention à l'autre. Bien sûr. C'est une marque d'attention. C'est clair. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire sur... Donc, chez MCR, vous avez plusieurs clients prestigieux, hein,
dans des secteurs très variés, tels la Fnac, Nespresso, Babylou et d'autres. Peux-tu nous parler d'une expérience chez un de ses clients, une anecdote, un retour d'un client qui a dit on a appliqué vos méthodes et voilà ce qu'on a constaté, c'est super, merci beaucoup. Voilà, raconte-nous une expérience, une anecdote vécue. Écoute, peut-être quelque chose on a eu un appel hier en fait. Ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien, ouais. Donc, client qui nous dit je vous remercie, je suis passé pour un héros aux yeux de ma femme. Parfait. Alors, 55 ans, on s'est dit le gars a dû remporter l'affaire du siècle. Ouais. Pas du tout. En fait, sa femme avait quitté son job et s'était installée comme décoratrice d'intérieur. Refait des meubles, etc. Et elle avait un problème, elle était sur un gros dossier pour elle, et l'architecte n'arrêtait pas de lui faire baisser les prix, négocier les prix, etc. Elle ne s'en sortait pas. Un problème de perception de valeur. Et donc, ce gars-là qui sortait d'une formation lui dit il faut que tu fasses ça. Et il me dit mais j'y arriverai pas. Il dit lis le livre, va voir les vidéos, etc. Il dit elle a appliqué, elle a signé à la valeur juste. Il me dit je suis passé pour un héros. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment des sujets. Après, il y a des. Donc, vous n'avez pas que des clients professionnels. Non, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que finalement on est tous des négociateurs en permanence. Vous négociez votre loyer en permanence. Alors après, il y a des retours qui sont intéressants quand on fait formation. Les gens me disent mais alors vous loupez jamais une affaire. Je dis là si évidemment j'en loupe des affaires. Mais la différence c'est que je sais pourquoi. Bien sûr. J'arrive à analyser. Et faire l'autocritique, bien sûr. Exactement. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres qui ont lu ton bouquin également. Oui, et puis il y a des gens qui sont bons, quoi. Vous pouvez tomber sur des bons. Mais il y a des trucs intéressants. Par exemple, les statistiques sont assez intéressantes. Quand je les regarde, j'allais dire sur 15 dossiers sur lesquels je réponds par an, moi je me positionne à titre personnel, j'en perds un. Il y en a 4 qui font rien et le reste je gagne. Donc c'est plutôt une bonne statistique. Il y a quand même 4 qui font rien et j'en perds un. Et cette année, j'ai commencé à en perdre un. Je me suis dit bon, c'est bon, le reste de l'année. Mais je vais t'expliquer pourquoi, c'est assez intéressant. C'était pour travailler sur un système de rémunération des équipes commerciales. Donc on répond, un assez gros truc, on répond, finalement on est sélectionné dans les 2 derniers carrés. Okay. Mais il y avait un truc bizarre, c'est qu'à l'oral de l'appel d'offres, quand on arrive, il n'y a pas le directeur commercial. Qui est le décideur sur ce type de projet? En général, sur la rémunération des commerciaux, tu as quand même le décideur commercial. Et le gars n'est pas là. Et donc, on pitch à l'oral. Et finalement, ils nous disent, bon, on en retient 2, vous revenez voir le directeur commercial. Et donc, je reviens, on fait l'oral. Tu vois, j'applique vraiment la méthode. Et je me rends compte que le gars, en fait, il n'a pas du tout envie de changer son système. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de la mission. On lui impose. Mais je me rends compte, tu vois, trop tard. Bien sûr. Et donc, je sais qu'en fait, il va choisir la boîte qui va le moins le déranger possible. Au moins le faire changer. Et donc je perds, tu vois. Mais je sais pourquoi, mais je me suis rendu compte à son non-verbal, voire à son verbal, tu vois, qu'il était dans la qu'il niait le truc. Mais ça, j'aurais dû faire attention avant, tu vois. Quand le décideur final n'est pas dans le cercle, tu as des pièges comme ça. Mais ce qui est important, c'est pas de gagner tout le temps, c'est de comprendre pourquoi on perd, si on perd. Et c'est ça qui fait progresser. Alors, est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais? Parce que c'était ma prochaine question. Si tu devais donner un conseil aux commerciaux qui nous regardent aujourd'hui, qui pourra appliquer facilement demain, lequel ce serait? Moi, je pense qu'il faut mettre son énergie là où on est efficace. En fait, la plupart des commerciaux qui lisent le livre pensent qu'il suffit de comprendre la puissance des méthodes pour être efficace, alors qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, il faut pratiquer beaucoup pour que ça devienne un réflexe. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est les gens t'as des gens qui lisent et ils pensent qu'ils ont compris et ça suffit. Et tu as des gens qui lisent et qui mettent en œuvre. Et c'est ça qui fait la différence. Et moi, je crois que c'est vraiment important. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est cette prise de conscience que comprendre n'est pas suffisant. C'est mettre en œuvre qui est important. Bien sûr. C'est comme l'athlète olympique dont tu parlais tout à l'heure, qui s'entraîne pendant 40 ans, pas prêt pour les 40 secondes. Il s'est entraîné pendant très longtemps pour ces 40 secondes. Et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais après, c'est du détail. Il faut s'entraîner à ce qu'on va dire. Et on n'improvise pas. Chaque mot est important. Vraiment, chaque mot est important. Tu vois, par exemple, si tu dis à un moment donné, je dois recueillir l'avis de mon client, si tu lui dis, qu'en pensez-vous, monsieur le client, c'est pas bon du tout. Tu vois. C'est pas bon parce que quand tu dis à quelqu'un, qu'en pensez-vous,
tu l'obliges à rationaliser. Donc, il va dire qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est bien. Il va juger, quoi. Forcément, tu lui demandes de juger. Donc, il va te juger. Et quand il va juger, il va essayer d'être rationnel et donc objectif. Si tu lui dis qu'est-ce que vous avez aimé dans mon idée, dans ma présentation, tu es sur le registre émotionnel et tu vas lui demander de rechercher du positif. Tu vois. Ou alors, tu vas lui dire comment vous pourriez faire, quels conseils vous me donneriez pour qu'on réussisse à avancer dans le dossier. Et là, il va être en conseil, il va se mettre à côté de toi. Tu vois. Donc, c'est le problème de la labellisation. Quand tu prends un mot, soit tu mets le gars en face de toi en train de te juger, soit tu le mets avec toi. Soit tu le mets avec toi. Et il faut travailler ton écoute aussi. Moi, je vois, j'ai fait une vidéo donc, sur la chaîne de Négo émotionnel où quelqu'un te dit, vous savez, votre présentation était très intéressante. Vous avez vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait. Je vous remercie. Tu peux dire, vraiment, c'était bien. Mais elle pourrait dire aussi, vous savez, j'ai trouvé votre présentation vraiment intéressante. Je pense que vous avez tout à fait compris, vous avez mis le doigt là où il fallait. Je vous remercie. Il n'y a pas grand-chose comme différence. Sauf que dans le premier cas, il y a de fortes chances qu'elle te mente. Alors dans le deuxième cas, elle te dit la vérité, cette personne. Pourquoi? Alors c'est quoi la différence, justement? Parce que dans le premier cas, elle dit, vous avez mis vous. Elle ne dit pas je. Ouais. Donc en fait, elle ne s'inclut pas dedans, quoi. Non, elle ne s'associe pas à ce qu'elle dit, tu vois. Donc peut-être qu'elle dit la vérité, mais tu peux avoir un doute. Alors quand elle dit j'ai trouvé ça, elle s'associe à ce qu'elle dit. Et donc là, elle ne crée pas de la distance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, tu vois. Mais ça, c'est juste de l'écoute. Si tu ne t'entraînes pas à écouter, ben, tu passes à côté. Ok. Ce sont de très bons conseils. Alors, on va bientôt arriver à la fin de ce webinaire, Frédéric. Il y a une question qui nous tient à cœur chez Incentive, puisqu'on est au webinaire des Future of Sales. J'aimerais que tu puisses me dire, pour toi, comment tu vois l'organisation commerciale du futur. Wow. On pourrait passer des heures là sur ça. En 2 minutes. Moi, bon, tu sais, il y a une étude du Forrester qui est parue en 2015 en disant 2020, il n'y aura plus de commerciaux B2B comme on les comprend aujourd'hui, il y aura d'autres formes de relations commerciales. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans les magasins. Aujourd'hui, vous commencez à avoir des robots, etc. Moi, la question, je pense, c'est à qui on vend. Tant qu'on vendra à un être humain à un moment donné, il y aura une problématique d'émotion et il y aura un sujet. Quand les machines vendront aux machines, là, effectivement, il y aura radicalement un changement dans l'organisation commerciale. Et je pense que ça va arriver. Hein. On voit bien le trading à haute fréquence et les machines qui s'échangent, etc. Et demain, sur des produits commoditisés, enfin, qui sont des commodités, on va dire, tu pourras avoir des machines qui lancent des appels d'offres et d'autres qui répondent avec des calculs. Avec des critères. Et puis, voilà. Okay. Je pense même qu'on va avoir des systèmes de notation générale qui iront même au-delà du prix, tu vois, en disant, bah, voilà, ce fournisseur-là, il y a eu des défauts, donc voilà, ouais, je vais avoir des notes. Hein, c'est quelque chose qui se développe assez, hein, cette problématique de notation, c'est ce phénomène de, pas comment on pourrait l'appeler, mais qu'on retrouve partout. On voit en Chine aujourd'hui, ils commencent à avoir des notations sur les personnes. Tu es un bon citoyen, donc tu pourras avoir un crédit plus facilement, etc. D'accord. On appelle ça la tripadvisorisation de l'économie. Je pense que ça va se développer. Mais à partir du moment où j'ai un individu qui achète, ou à partir du moment où j'ai de la vente complexe, où il faut que je défende de la valeur, vraiment de la valeur, où j'ai de l'innovation, des nouveaux produits, etc., là, je vais vraiment avoir besoin de commerciaux qui soient efficaces. Mais ils ne vont pas être efficaces sur tout le sales enablement, ils vont être efficaces au moment du point de contact. Donc, moi, l'organisation commerciale de demain, je pense que ça sera un mélange marketing-commerce, avec un gros travail, évidemment, de préparation du marketing sur l'image de marque, le positionnement de l'entreprise, la positionner comme référente sur certains sujets. Experte, pour qu'on l'appelle, pour qu'elle soit interrogée, pour qu'elle fasse partie des quelques appels d'offres. Et on va avoir des commerciaux high level, très forts, sur la défense de la valeur, sur la partie négociation. En nombre plus restreint, parce qu'évidemment, comme la partie prospection va se faire quasiment automatiquement. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir hein, dans l'automatisation du process de vente qui sont assez extraordinaires. Et qui font que le rôle du commercial va se réduire de plus en plus au moment du point de contact. Là où il est le moins formé aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Et c'est là où, du coup, ton livre sur la négociation émotionnelle prend tout son sens. Quoi. Moi, je pense qu'on est au cœur du job de commercial de demain. Ok. Bah, écoute, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour ta présence et tes perspectives passionnées et engagées sur le futur des organisations commerciales.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc vendredi prochain, donc dans 2 jours, pour le prochain webinaire Future of Sales, où nous recevrons Dominique Mangatordi, CEO et fondateur de OPP, sur le thème de la gamification, ou comment l'utiliser avec succès pour engager votre force de vente et obtenir des résultats. À très bientôt. Merci Grégoire. Merci Tariq. Au revoir et bonne journée.